La forêt retenait son souffle. La lune glissait comme une lame froide entre les branches et peignait de blanc les feuilles humides. Un silence épais, chargé d'odeurs de mousse et de cuir brûlé, enveloppait la clairière. Alia s'agenouilla près du petit corps, ses doigts pâles tremblant comme des fils sous le vent. Elle sentait le goût du fer sur sa langue et le battement du monde, ténu, irrégulier, sous ses paumes. Le don se tissait dans ses veines, lent et obstiné, un fil minuscule, presque invisible, qui reliait la blessure à sa chaleur, la détresse à sa volonté. Elle inspira, elle chanta sans phonème, des vibrations sourdes qui n'appartenaient qu'à elle, comme on lissait un fil pour qu'il cède sa force aux nœuds épars de la chair. Si ce récit vous touche, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Elle ne connaissait pas l'enfant avant cette nuit, seulement un souffle faible, un pelage encore chaud malgré la neige enfoncée autour d'eux. Céléen ouvrit un œil, vitreux, et quelque chose comme un soulagement fit trembler les épaules d'Alia. Les doigts qui tissaient étaient rugueux de travail, marqués par les cicatrices des jours où elle avait vendu ses services pour une maigre ration. Son albinisme éclairait ses traits d'une blancheur problématique. On la regardait souvent comme on regarde un artefact. Elle avait appris à parler au fil. Ce soir, le fil parlait pour Céléen. Les pas arrivèrent avant les voix. Une cadence lourde, le croissement des manteaux, l'odeur métallique d'hommes qui n'avaient pas peur de blesser. Ils surgirent des fourrés comme un essaim de rage, visage ombré, sourire de pierre. Le chef tenait une lame large et un rire court, c'était Tanin. Sa présence tira un froid dans la poitrine d'Alia. Elle sentit la précarité comme une seconde peau et sut qu'elle devait finir vite. Un éclair de métal fendit l'air quand une voix plus grave que la forêt se fit entendre derrière les brigands. Un grand homme, grand et pâle comme un défi, émergea entre deux troncs. Ses cheveux et ses cils étaient de la même blancheur que ceux d'Alia. Ses yeux étaient des astres durs. Les autres se turent. Un alpha se tenait là, revêtu non pas d'or, mais d'une autorité rugueuse, Kael. Il avait la carrure d'un chef dont la parole ordonnait l'espace. Là où il se tenait, les hommes palpaient leur conscience comme on tâtonne pour trouver une bourse. « Lâche-lui cette fille, dit Kael, et sa voix n'était pas une demande. Les brigands hésitèrent, pesés par la certitude d'un ordre. Tanin ricana, avança. « Et toi, roi blanc, nous ne faisons que prendre ce qui nous est dû. » Il leva la lame vers Céléen, avala sa propre hésitation. Un coup partit, une odeur de fer monta, piquante. Alia sentit la chaleur reculer, et sans savoir comment, un fil éclata de ses mains. Il s'enroula autour de la blessure du petit, puis autour d'elle. La douleur la traversa comme un courant chaud, et des images se dérobèrent à sa mémoire. Des fenêtres, un homme aux doigts rugueux, une balance, une voix qui vendait, et le souffle d'un marché. Céléan toussa, la bouche pleine d'un goût de cendre, puis s'apaisa. Les brigands reculèrent, surpris par le vacillement d'un sort qu'ils ne comprenaient pas. Kael ne regarda pas directement les soldats. Il observa Alia, ou plutôt cette pâleur qui lui renvoyait au souvenir mal rangé d'un jour où l'on était décidé pour elle. Un rire sec, presque un grondement, vint d'entre ses dents. « Je l'achète !» Les mots sortirent en un souffle court, plus un ordre qu'une offrande. Ceux qui étaient venus pour commerce se figèrent. Tanin, déconcerté, se tourna pour marchander sa part. D'autres comprirent et reculèrent, penseurs de pécule face à l'évidence du pouvoir. Kael posa la paume sur la tête de Céléan, comme si ce contact revendiquait non seulement l'enfant, mais la situation entière. Alia ne sut au premier instant si son cœur se brisa ou si une étrange pierre de lumière s'installa sous ses côtes. Elle avait été vendue jadis, cela revenait en fragments, des lambeaux de mémoire déchirés par le froid et la faim.
Mais entendre la sentence d'un alpha la faisait vaciller d'un autre ordre. Elle n'appartenait plus à un marché, elle devenait une dette tenue par une garde. On l'obligeait à se lever, on la força à parer ses mains, à remettre les coutures de sa tunique. Les brigands furent chassés sur l'ordre précis de Kaël. Ils s'évanouirent en maugrenant, emportant leur rancune. La route vers le palais fut un ruban d'ombre et de regards. Kaël ne parlait presque pas. Il la reconduisit au cœur d'une cité qui respirait la pierre ancienne et l'encens, dont les murs gardaient les secrets comme on garde un trésor. Alia marcha entre des silhouettes massives, Marius, épaules droites et regard pragmatique, des gardes silencieux, Eda, aux mains tachées d'herbe, qui l'examina d'un air mesuré. Le palais n'était pas seulement une demeure, c'était une machine de pouvoir, avec ses salles basses et ses archives longues comme des langues, ses jardins où les fleurs étaient cultivées comme on élève des idées. Là, l'odeur des parchemins se mêlait aux effluves de thé amer et de cire. On la conduisit à une chambre de convalescence plutôt qu'à une prison. Un lit simple, une fenêtre étroite, une coupe d'eau tiède. Céléan fut installé après elle, en sécurité sous les regards du capitaine Marius. Les mains d'Alia tremblaient encore. Le don avait pris un tribut en elle déjà, un trou mou dans sa mémoire, un morceau d'image qui avait fui. Elle avait tissé pour sauver la vie d'un enfant, et en retour, quelque chose d'elle avait filé comme une plume emportée par le vent. Les questions vinrent comme des visites malvenues. Liora, aux doigts fins et à la voix mesurée, vint avec des registres et des sceaux. Elle parlait de paperoles, de contrats, d'anciennes signatures, comme si des mots écrits pouvaient tenir le monde à distance. Bran s'agita dans l'ombre, préoccupé du coût d'un tel cadeau royal. Eda posa sa main chaude sur celle d'Alia et chercha des signes que le don avait laissés. La vraie parole fut celle de Liora. Il y a des traces, des documents. Elle posa un parchemin devant Alia comme on pose une sentence. Alia lut, mais c'est plutôt sa mémoire qui lut entre les lignes. Les lettres parlaient d'un accord scellé à la hâte, d'un étal de marché, d'une signature tremblée et d'une somme qui prit la couleur du besoin. Son nom y figurait, écrit d'une main étrangère. Ce que Liora trouva dans les archives confirma. D'anciennes pages, scellées d'un cachet officiel, montraient qu'elle avait été vendue, non pas à un inconnu, mais, autrefois, aux mains d'un commerce qui l'avait échangée pour un prix que ses parents, affamés et désespérés, avaient accepté. La vérité tomba sur la salle comme un hiver. Kaël observa, mais ce fut un silence lourd, non de plaisir. Il n'y eut pas de triomphe à la découverte, seulement la reconnaissance d'un passé qui devait être réparé. Dans la grande salle où les conseillers murmurèrent, des voix se partagèrent entre compassion et calcul. Certains voyaient une occasion de politique, reconnaître Alia publiquement pour la rendre symbole et rallier l'émeute. D'autres craignaient que ce geste n'éveillât jalousies et querelles. Bran parla d'intérêt, d'alliance de maison, de la nécessité de garder Célène à l'abri de ceux qui voudraient tirer profit de son sang. Alia se tenait droite, mais c'était une droite fragile. Elle n'était plus seulement la guérisseuse de la nuit, elle était un objet politique soudain chargé de récits qu'elle n'avait pas choisis. Le murmure ambiant la fit se recroqueviller. Eda, qui connaissait les rituels et parlait peu mais pesait beaucoup, s'accroupit près d'elle et murmura « Ton don peut stabiliser l'enfant, mais il a un prix. Les anciens parlent de fragments qu'on rend en offrande pour sceller une vie. » La voix d'Eda n'était ni menaçante ni réconfortante, elle était simplement vraie. Les jours qui suivirent furent une mesure continue de test. On l'observa pendant qu'elle tissait, on nota la vitesse et la solidité des fils qu'elle lançait, la façon dont sa main se fermait autour du souffle des autres.
Une manifestation imprévue du don survint lors d'un entraînement officiel. On demanda à Alia de calmer une bête blessée et, sans qu'elle s'y attende, une mémoire étrangère jaillit entre ses doigts. Une relation, une comptine, une odeur liée à une mère inconnue. Elle perdit l'image d'un visage qui s'effondra comme un voile. Après l'exercice, elle resta prostrée avec le goût amer d'une parole volée sur la langue. La cour se divisa en 3 moments de tension visible. Le premier fut l'arrivée d'émissaires d'une maison rivale, qui vinrent sous couvert d'hommage, mais dont la véritable demande fut l'évaluation du don. Le second, l'incident de l'entraînement, exposa le caractère instable de son pouvoir et fit craindre une manipulation. Le troisième se précipita pendant la nuit d'un rituel préparatoire quand une foule de pauvres des faubourgs vint réclamer des comptes. Pourquoi un enfant noble bénéficiait-il de la vie tissée par une femme vendue? Les cris s'élevèrent et la meute dut contenir la colère populaire. Dans ces moments, Kaël oscillait entre l'instinct de chef, la fermeté, le calcul des alliances, et quelque chose de plus doux qui se manifestait quand il la regardait à l'écart, rassemblant ses fils comme on rassemble des souvenirs brisés. Il venait souvent au jardin, où le vent emportait les paroles comme des feuilles. Là, sous la lumière pâle, il posa sa main contre le poignet d'Alia et y trouva la peau fine, la marque future qui ne figurait pas encore, mais s'annonçait par un tremblement. « Tu n'es pas seulement la somme de ce qu'on t'a pris, dit-il un soir, sa voix basse comme un secret. Nous devons faire en sorte que ce que tu donnes serve à autre chose qu'à payer des dettes. » On parla de rituel comme on parle d'une mathématique dangereuse. Pour stabiliser Céléen, il fallait qu'Alia offre un fragment. Le costume de la cérémonie fut tissé de symboles, fils d'argent, encens rares, tambours dont les battements semblaient organiser le monde. La marque qui scellerait le lien devait naître sur son poignet, en forme de rameau stylisé, indiquant à la fois l'alliance et le prix. Certains dans la cour appelaient cela une récompense, d'autres un effacement partiel. Alia sentit, au plus profond, que l'acte la lierait à l'enfant à jamais et qu'elle céderait quelque chose d'elle-même qui ne reviendrait pas. Avant la cérémonie, une ultime révélation parvint au conseiller. Les papiers de la vente contenaient une clause oubliée, une assignation qui faisait d'Alia, d'une certaine façon, un bien transférable. Liora feuilleta le parchemin pâle. « Ils l'ont vendu comme on vend un mouton, dit-elle, et sa voix trembla d'abattement. Le murmure dans la salle prit une autre couleur, les alliances se recalibrèrent, des promesses silencieuses furent faites derrière des mains jointes. Kaël observa alors la salle, la foule, Alia, et prit une décision muette qui scintilla comme du métal poli. Le rituel se préparait. Les tambours attendaient dans la grande salle, et Eda commença à entonner des chants anciens, brefs, répétitifs, des phrases vocales qui faisaient rouler le monde sur lui-même. Les tisserandes du palais lièrent fils et herbes en une étoffe que l'on poserait sur l'enclume du sort. Les gens murmuraient, certains priant, d'autres calculant. Alia, elle, tissait en silence, chaque boucle un adieu possible à un souvenir, chaque nœud une affection consentie. Elle savait désormais que la marque prendrait une partie de sa mémoire, des fragments, des visages, des noms qui l'avaient tenue debout et qui, peut-être, ne reviendraient jamais. Lorsque la nuit du rituel approcha, Céléane dormit paisiblement, ignorant les alliances et les traités qui se tramaient autour de son nom. Les étoiles au-dessus du palais semblaient se retenir, spectatrices muettes d'une offrande qui n'était ni totalement sainte, ni uniquement politique. Alia prit alors une profonde inspiration. Elle sentit le fil en elle, plein de promesses et de rouille. Donner ou retenir, le choix était posé comme un couteau sur une table polie. Elle posa sa main gauche sur la joue de l'enfant, puis glissa l'autre sur son poignet nu, là où la marque allait naître. Le tissage était prêt.
Un dernier regard échangé entre elle et Kaël dit plus que 1000 discours. Il y avait dans ses yeux l'ombre d'un roi qui avait décidé de ce qu'il défendait. Non seulement l'enfant qu'il protégeait, mais aussi la reconnaissance d'un peuple qui jusqu'alors avait rejeté ceux qui étaient différents. La décision de monter la cérémonie avait déjà commencé à faire bouger les législations murmurées dans les salons. Mais pour que ces promesses deviennent loi, il fallait que le fil cède une première fois. Les tambours se mirent à battre. Les voix, Aida en tête, entonnèrent les refrains anciens, chaque syllabe répétée comme la couture d'un vêtement trop lourd. La pièce se remplit d'odeurs d'encens, d'épices, de cuir chauffé. Alia sentit la chaleur monter, et avec elle, la certitude que la nuit porterait désormais un nom. Elle ferma les yeux, tissa une dernière fois entre ses doigts, puis s'offrit au fil qui l'arracherait à ce qu'elle était pour la transformer en ce que la meute, le palais et l'enfant auraient besoin. La première douleur vint comme une brûlure blanche, nette, une corde trop tendue qui cède. Puis ce fut une perte, non pas de sang, mais de mémoire. Un visage de sa mère peut-être, ou un mot d'enfance. Des images qui tombèrent comme des feuilles sur une route oubliée. La pièce se dissout en un bourdonnement, et Céléane, comme si une main douce venait le calmer, respira plus profond. La marque apparut sur le poignet d'Alia, fine, comme un rameau sculpté par l'hiver. Lorsque Kaël posa sa main sur la sienne, il n'y eut ni triomphe ni lamentation, seulement une reconnaissance, humble et lourde. Les jours qui suivirent la plaie et le tissage furent un temps de convalescence et de recalcul. Des réformes commencèrent à murmurer dans les couloirs. La reconnaissance officielle des Lifeweavers, la prohibition des ventes humaines sous certaines conditions, l'allocation de soins pour ceux qui, comme Alia, donnaient une part d'eux-mêmes. Les opposants clamaient que tout cela était théâtre, d'autres voyaient l'aube d'une nouvelle équité. Céléane grandissait sous les yeux attentifs d'Aida et des nourrices. Son sourire, fragile, se fit le symbole d'un avenir possible. Alia, elle, regardait parfois son poignet et essayait d'y lire ce qui manquait. Des lambeaux de mémoire n'étaient pas revenus. Des trous se posaient là où autrefois un visage s'asseyait. Mais elle ressentait aussi une autre chose. Une reconnaissance dans le regard des pauvres qui, passant par la cour, voyaient désormais une marque qui disait non plus « chose vendue », mais « pacte ». La société, doucement, commença à se déplacer. Les lois changèrent, pas toutes d'un coup, mais dans leur sillage on sentit des voix nouvelles se faire entendre. Alia, elle, regardait parfois son poignet et essayait d'y lire ce qui manquait. Des lambeaux de mémoire n'étaient pas revenus. Des trous se posaient là où autrefois un visage s'asseyait. Mais elle ressentait aussi une autre chose. Une reconnaissance dans le regard des pauvres qui, passant par la cour, voyaient désormais une marque qui disait non plus chose vendue, mais pacte. La société, doucement, commença à se déplacer. Les lois changèrent, pas toutes d'un coup, mais dans leur sillage on sentit des voix nouvelles se faire entendre. À l'ombre du jardin, Kaël prit parfois sa main en silence. Les deux, autrefois étrangers et maintenant liés par un acte qui avait coûté et donné, trouvaient dans ce contact un repos improbable. Le soleil tombait, et dans cette lumière pâle, la blancheur d'Alia semblait moins objet que présence. Son sacrifice, partiel, nécessaire, émouvant, avait éveillé une réflexion plus vaste. Qu'advient-il d'une ville quand on accepte que certains donnent pour la survie commune? Les réponses furent lentes, tissées jour après jour, comme une toile patiente. Et lorsque la foule eut cessé de murmurer et que Céléane apprit à courir plus vite que la peur, la marque au poignet d'Alia se mua en un symbole.
Les maires des faubourgs, voyant la justice doucement se déplacer, vinrent déposer devant la porte du palais des lettres nassantes demandant protection. Des lois furent proposées par Bran, modérées par Liora et signées sur des parchemins dont la cire ne laissait plus place au commerce ignoble. Alia continua de tisser, mais avec d'autres mains à ses côtés. Des apprentis, des anciennes esclaves qui trouvaient dans l'art du fil une façon d'être à nouveau reconnue. La transformation ne fut pas totale. Il resta des rancœurs, des poings serrés, des regards qui n'avaient pas changé. Mais il resta aussi des gestes, un bol partagé, une parole rendue, qui, ajoutés, firent du monde autre chose. Alia marchait désormais dans la ville comme une femme dont la peau racontait une histoire. Certains l'acclamaient, d'autres chuchotaient. Elle avait perdu des fragments, oui, mais en échange, elle avait gagné un nom que l'on prononçait sans hâte et parfois avec gratitude. Assise un soir dans le jardin où le soleil tombait en une étendue de cuivre, Kaël posa sa main sur celle d'Alia. Le ciel était couleur de cendre et de promesses. « Tu as tiré un fil plus solide que je ne l'espérais, » murmura-t-il. Le monde, au-delà des murs, se tordait doucement pour accueillir ce qui avait été offert. Dans la lumière qui pâlissait, leurs ombres se mêlaient, et la marque sur son poignet, fine comme un rameau, luisait douloureusement, mais avec la dignité d'un sceau. Le prix avait été payé, ni totalement effacement, ni simple offrande, mais une altération profonde qui mettait à nu l'interdépendance d'un peuple. La société changea, des lois s'écrivirent, des habitudes se firent, des enfants comme Séléen grandirent avec moins de peur. Alia, malgré ses pertes, reconnut un matin que le goût du fer avait reculé dans sa bouche, remplacé par une paix lente, tissée comme on tisse une étoffe renouvelée. Mais même dans cette reconstruction, il restait des questions, des fils à retendre. Le marché qu'il avait vu naguère n'a pas totalement disparu. Des maisons shadowées attendaient des opportunités. Les alliances câblées sous la table murmuraient encore. Et au fond d'elle, là où des images s'étaient effilochées, Alia savait qu'elle n'avait pas tout donné sans réserve. Certains souvenirs, certaines blessures resteraient à guérir. Elle se leva du banc, observa Séléen courir vers elle et sut qu'elle aurait à tisser encore, pour lui, pour eux, pour la ville qui apprenait lentement à ne plus vendre ses enfants. La lumière se brisa sur le jardin comme une promesse inachevée, et Alia prit la route, fil en main, prête à poursuivre l'ouvrage commencé.